On va parler de cet homme qui va avoir pour tâche de répondre à cette attaque, cette offensive ukrainienne sur le sol russe. Voici qui il est, Alexis Diumine, ancien garde du corps de Vladimir Poutine. C'était il y a 12 ou 13 ans. Il a pris du galon depuis, vous allez le voir. Il est devenu gouverneur de la région de Toula, puis secrétaire du Conseil d'État russe, coordinateur désormais de cette opération antiterroriste. C'est comme ça que qualifie Vladimir Poutine l'incursion qui est en cours en ce moment à Koursk. Qu'est-ce qu'on sait précisément de cet homme, Cyril Gélipter, pour commencer? Alors, vous avez décrit effectivement sa carrière, il est passé par le FSO. Je note que Poutine fait monter en douceur des cadres du FSO depuis 2012. Donc Diumine en est un exemple. Il est aussi passé par les forces spéciales qui dépendent du ministère de la Défense avant de devenir gouverneur de la région de Toula. Il est aussi assistant du président pour le complexe militaro-industriel. Concernant l'opération antiterroriste, alors là, par contre, il fait, en mettant Diumine dans le coup, Poutine fait d'une pierre deux coups, mais trop de cuisiniers gâtent la sauce, j'aurais envie de dire. C'est-à-dire, parce que là, c'est complexe, ce que vous nous racontez. Ah oui, alors, pour résumer... mise en œuvre du KTO, donc c'est le plan de contre-terrorisme pour la région de Koursk. Parce qu'il en vient de Koursk, donc il connaît bien l'affaire. Oui, mais justement là c'est plus compliqué puisque le plan relève du NAC, le Comité national antiterroriste russe, qui est rattaché au FSB, qui connaît des déclinaisons locales. Donc vous avez une commission antiterroriste pour la région de Koursk qui est dirigée par le gouverneur de la région, et vous avez en même temps, comme on l'a annoncé récemment, le colonel général Yevgeny Nikiforov du ministère de la Défense qui a été envoyé pour coordonner. Donc c'est une armée mexicaine en Russie. Là, ça fait un peu trop de généraux sur place, effectivement. Et là, vous avez en plus Diumine qui y va. Après, quand on a une nomination comme ça, généralement, et qu'elle est annoncée par Vladimir Poutine, qu'elle est annoncée en grande pompe devant les caméras de télévision, ça met tout le monde d'accord, non ? Ça, c'est leur problème, mais est-ce que ça a été vraiment confirmé? En tout cas, ça a été confirmé. Oui. Ça a été confirmé. Bon, à noter quand même dans son parcours que il est passé par le GRU, le renseignement militaire russe, et il est fort probable qu'il ait eu un rôle important dans l'annexion de la Crimée en 2014. Donc ça on le sait. Oui. C'est pas un secret, ça. En filigrane derrière. Après, sur les annonces, ce qui est lâché publiquement ou pas publiquement en ce moment, globalement, il y a aussi une forme de décorum et de jeu théâtral pour, j'ai envie de dire, animer les contenus en Russie, parce que pour l'instant, rien n'est efficace, rien n'est vraiment lancé. Enfin, il y a des renforts qui ont été envoyés dans l'oblast de Koursk, mais que pour l'instant, il n'y a rien qui ne satisfasse les desiderata de beaucoup de Russes sur le terrain. En tout cas, il y a beaucoup d'animations. Ils se fait surprendre, après ils sont en train de réagir, ça prend du temps, déplacer des unités comme ça ne se fait pas en quelques heures. Sur la nomination de cet homme, qu'est-ce que cela nous dit ? Je pense qu'il faut considérer cela sur deux volets. Il y en a un volet qui s'adresse à la population russe, donc Poutine qui place un homme responsable, et donc ce qui devrait renforcer la croyance de la population russe, notamment dans la région de Koursk, du fait que le tsar, il veille sur la situation, qu'il y a son proche qui va intervenir directement sur le territoire. Ça, c'est un message russe. Rassurez-vous, je prends la situation. Exactement. Et donc, deuxième volet, je pense qu'il y a quand même... parce qu'à un moment donné, j'ai du mal aussi à comprendre, mis à part la coordination, quel pourrait être son rôle, parce qu'on sait que là-bas, dans la région de Koursk, c'est l'opération antiterroriste qui a été décrétée. Et donc, normalement, c'est plus l'armée qui est censée défendre le territoire, mais le FSB. Oui, alors ça, c'est un peu flou, parce que d'abord, c'est le FSB qui avait la main, puis Gerasimov FSB, c'est les gardes frontières. FSB, c'est les gardes frontières. Et donc, normalement, c'est Bortnikov qui devrait être, donc, chef du FSB, qui devrait être responsable. Mais là, on voit qu'il y a un autre homme qui arrive sur le territoire. Et donc, moi, je pense qu'il s'agit également à une situation où Poutine voudrait bien avoir, si vous voulez, de l'information venant de son proche. Oui. Parce qu'il n'est pas forcément sûr. On sait que souvent, Poutine reçoit de l'information qu'il veut entendre. Peut-être qu'il veut bien aussi s'assurer, parce qu'il y a une situation qui est quand même relativement grave. Là-dessus, ce qu'on sait, c'est que les mouvements de troupes ukrainiens auraient été repérés
mais Vladimir Poutine n'aurait pas été mis au courant. C'est ce que disent les Russes. En tout cas, c'est ce que disent possible, bien évidemment. Les Russes proches du pouvoir. Cet homme-là, ce que l'on comprend, c'est justement, et pour répondre un peu à la question que vous posiez tout à l'heure, qu'il va superviser les différentes unités. Parce qu'il y a le FSB, il y a l'armée, il y a les gardes-frontières, etc. etc. Non, et que ça sera compliqué. Lui est supposé être la main de Poutine, ou le bras armé de Poutine, si j'ose dire, pour superviser tout ça. Est-ce que ça fait sens ? Ce sera quand même assez difficile. Mais effectivement, je suis d'accord. Je vois plus dans un rôle d'informer Poutine comment ça se passe sur le terrain. Et donc remonter les bêtises éventuelles des militaires, du FSB ou de la garde nationale. Par contre, pour répondre à mon collègue, le NAC, le Comité national antiterroriste, est chargé de coordonner tous les ministères. Donc c'est pas purement FSB, c'est un organisme créé pour coordonner aussi bien le travail dans le cadre de la lutte antiterroriste, aussi bien avec la garde nationale qu'avec le ministère de la Défense et la mise en œuvre des moyens afférents, en fait. Cela apparaît clairement quand on regarde leurs communiqués qui sont régulièrement publiés, même si ils sont très succincts. Ensuite, Poutine qui n'a pas été informé, ça ne m'étonne pas non plus. Alors, il y avait différentes versions qui sortent. On évoquait le chef d'état-major qui aurait reçu les informations et qui aurait dit arrêtez de paniquer. Bon, ça c'est vrai que c'est typiquement russe. C'est une réaction typiquement russe, ça c'est pour commencer. Mais surtout, c'est vrai que vous pouvez avoir effectivement cette image où vous dites mais non, les Ukrainiens sont en train de perdre, pourquoi lancerait-il une offensive ? C'est stupide. Donc vous allez bloquer l'information à un certain niveau parce que vous avez des biais. Et ça, c'est ce que nous avons déjà vu dans l'histoire. C'est ce que nous avons vu lors de la guerre de 1973, justement la guerre entre Israël d'une part, Égypte et Syrie d'autre part. C'est ce que nous avons vu lors de l'offensive du Tet, guerre du Vietnam. À chaque fois, vous avez des informations qui remontent, qui vont montrer ce qui va vraiment se passer, mais qui sont bloqués à un certain niveau. Oui, bon, c'est peut-être ce qui s'est passé, ça on ne le sait pas. Ce que l'on sait, en tout cas, selon Bloomberg, c'est que Poutine n'aurait pas été informé de tout. Est-ce que cet homme-là, c'est un homme de confiance de Poutine, est-ce qu'il est capable de ce que l'on sait, de ce qu'il a fait précédemment ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a montré ses capacités en matière d'organisation, en matière de leadership ? Pourquoi il ne serait pas capable ? Il est capable. Mais la question également se cache dans le fait comment est-ce qu'il pourrait réussir à coordonner. Informer Poutine, c'est une chose. Bien évidemment, elle en sera capable. Il va déployer, j'imagine, ses hommes également proches à lui. Il va discuter avec de l'armée. Il va avoir, en fait, comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Mais comment est-ce qu'il pourra coordonner toute cette situation ? Donc le rôle, qui lui a été attribué par Poutine, ça c'est une autre question. Et moi j'ai du mal à voir parce qu'il y a une concurrence, il y a une compétition entre ministère de la Défense, FSB, il y a chaque acteur qui essaie de prouver sa valeur et la valeur de son ministère à Vladimir Poutine. Et donc cette coordination, je la conçois assez difficile pour lui d'ailleurs. Elle l'est. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y arrivera pas tout seul et qu'en l'état de la situation, on peut quand même noter un niveau de désorganisation, de non-coordination et puis de rappeler quand même les mensonges successifs depuis une semaine. Alors ça non plus, c'est pas un scoop pour ce pouvoir, mais enfin on a quand même eu des déclarations les premiers jours où non, il ne se passait rien. Puis finalement, en fait si, et puis finalement on va envoyer Wagner, on a complètement oublié Wagner. Ensuite, on va envoyer Armat, les unités tchétchènes elles-mêmes ayant déjà annoncé qu'elle s'était repliée et qu'elle n'avait pas pu arrêter les Ukrainiens. Donc on est quand même dans un niveau de dysfonctionnel tel que de toute façon ce n'est pas un homme qui va pouvoir réussir à gérer toute une situation. Après c'est la tête de proue, la tête de gondole, donc qui est probablement mise en avant. Après il va falloir qu'ils assurent de toute façon des questions plus structurelles. Il semblerait quand même qu'ils aient des problèmes de réserve. C'est pour ça que certaines unités sont obligées de remonter, ce qui était d'ailleurs probablement aussi un des objectifs des Ukrainiens, de certaines unités qui sont obligées de remonter de Kherson ou de l'oblast de Zaporijjia dans cette région. Donc il y a une montagne de dysfonctionnement qu'un homme tout seul, de toute façon, ne peut régler. Ce qui est sûr, c'est que ça va être son boulot. Ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un proche de Poutine. Et que là, on continue d'évoluer dans ce qui a été son fonctionnement depuis plusieurs années maintenant. C'est-à-dire qu'il ne travaille qu'avec un cercle... Les hommes de confiance. Très resserré, des gens de confiance.
Est-ce que ça fonctionne? Écoutez, apparemment, si on revient à l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, donc février 2022, on peut dire que ça ne fonctionne pas parfaitement bien. Parce que, apparemment, l'information qui a été, encore une fois, je me répète quelque part, mais l'information qui a été fournie à Poutine, également par ses proches concernant l'Ukraine, était fausse. Et donc, je pense qu'il a quand même dû réévoluer et donc revoir un tout petit peu ses approches au cours de ces deux dernières années. Néanmoins, dans le régime autoritaire qui est la Russie, qu'est-ce qui lui reste? De s'appuyer sur ses proches. Et donc, il va continuer à le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la région de Belgorod, eh bien, l'état d'urgence a été décrété. C'est le deuxième secteur de la Russie à le faire, après la région de Koursk, évidemment. Je vous propose d'écouter le gouverneur et on en parle juste après. La situation dans notre région de Belgorod reste extrêmement difficile et tendue en raison des bombardements des forces armées ukrainiennes. Des maisons ont été détruites, des civils sont morts et ont été blessés. Nous prenons donc cette décision afin d'assurer une protection accrue de la population et d'apporter un soutien supplémentaire aux victimes. L'état d'urgence sera instauré au niveau régional dans tout Belgorod.